le journal des dames. D'abord, le journal des dames, je vais donner ses dates, 1759-1778, avec des interruptions. Bon, alors, pourquoi le journal des dames? Pourquoi je me suis intéressée à cette affaire? Alors, d'abord, je vais vous donner le journal de dames se trouve essentiellement à la bibliothèque de l'Arsenal, sous la cote 8H 26210, de 1 à 28. Il y a aussi une autre cote, 8H 26 209. Bon, alors, et ces deux séries ne se recoupent pas. Donc, il s'est basé quelque chose entre, je ne sais pas vraiment quoi. Alors, pourquoi je me suis intéressée au Journal des dames? Parce que moi, je me suis intéressée à la formation des femmes intellectuelles, l'intellectuel, qui date, soi-disant, du XXe siècle ou de la fin du XIXe. Avant, c'était des dames savantes. Et voilà. Donc, c'est cette idée. Je me suis dit, je vais essayer de ne pas trouver une origine, parce que c'est toujours un peu ridicule de penser qu'on va trouver l'origine. Mais enfin, quand les femmes ont commencé à vouloir diriger un journal, parce que ce journal des dames a été fondé par un homme, il a été dirigé par des hommes, mais aussi 3 femmes. Et ça, c'est une première. Ça, c'est une première. C'est la seule première qui existe vraiment, d'ailleurs. Et ça, quand même, pèse sur le contenu. Bon. Alors, ce journal, c'est pas le seul, hein, c'est pas le seul journal des femmes, mais les autres ont été tellement rapides, tellement allusifs et tellement fugitifs, disons, comme la quintessence des nouvelles de Madame Dunoyer, etc., que moi j'ai pris le journal des dames. Bon, je vous ai mis dans le texte que je vous ai envoyé, qu'on vous a donné, il y a une femme qui a fait un travail sur le journal des dames, Suzanne van Dijk, une Hollandaise, et qui est assez, c'est un vieux livre, mais enfin on n'en a pas eu depuis. Et c'est assez intéressant quand même, il faut l'avoir lu si on veut se pencher sur le journal des dames. Bon. D'autre part, il y a quand même quelque chose, c'est que je constate que la quintessence des nouvelles de Madame Dunoyer est aussi une protestante. Alors vous verrez que le protestantisme traverse le journal des dames. Et peut-être c'est pour ça qu'ils ont été censurés. Enfin, c'est une idée comme ça, hein, j'ai pas... Bon. Alors, ces directrices sont peu connues. Hein, ce pas des gens connus. Il y a, je vous donne leur nom, Madame de Beaumer, B-E-A-U-M-E-R, Madame de Maisonneuve, qui était pensionnaire du roi, Madame la baronne de Princenne, aussi appelée Madame de Montemplot pour que les choses ne soient pas faciles, Madame de Montemplot du nom de son second mari. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on disait au XVIIIe. Alors, les hommes journalistes, finalement, ne sont pas très connus non plus, enfin, sauf un quand même, à l'exception de lui, Sébastien Mercier, qui est très connu, enfin, qui est connu maintenant en tout cas, qui est très connu, qui est de 1740 à 1815, auteur surtout du tableau de Paris, 12 volumes, et qui est une source inépuisable sur le Paris du XVIIIe. Il a pris en charge le journal de 1775 à la fin de 1776. Et après, il y a eu aussi un poète, Dora, qui a pris le journal, qui a dirigé le journal de 77 à 78, 1700. Hein. Tiens, alors voilà, donc j'ai eu envie pour savoir comment cette idée, comment on en est arrivé à faire un journal de dames, pour les dames. Mais d'abord, moi je vous renverrai quand même à un livre que vous devez connaître. Il y en a peut-être de plus récent, j'en sais rien, sur les femmes lectrices sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'effectivement, la lecture devient une activité, je ne dirais pas de masse, mais quand même, beaucoup de femmes aiment lire, savent lire, aiment lire et lisent. Donc évidemment, dans un rapport on fait tout naturellement, on pense tout naturellement que c'est une clientèle possible,
sinon captives, et qu'on va faire un journal qui leur est adressé. Donc ça me semble, c'est le début du XVIIIe, ça me semble très important. Et puis aussi, ce qui me semble important de dire, que c'est les premières femmes journalistes, parce que c'était des femmes journalistes, elles se voulaient, elles se disaient journalistes, et ça n'a pas été inventé, comme le dit Laura Adler, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Vous savez, Laura Adler a fait un livre qui a été extrêmement connu et qui est complètement faux, enfin, je veux dire, qui est complètement faux. Voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je dis que ces femmes, alors peu de gens s'y sont intéressés, si ce n'est Daniel Roche. Daniel Roche s'est intéressé au Journal des Dames, Suzanne Van Dyck, et puis des gens isolés comme moi qui n'ont pas fait un gros travail dessus, mais qui fait quand même, qui me suis appliquée à le lire, et je vous assure que lire le Journal des Dames, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, c'est un journal mensuel qui était remarquable, toujours en retard, hein, et qui est comparable par la durée et le personnel, finalement, aux autres journaux d'Ancien Régime. Pourtant, il reste une exception en France, parce qu'un journal des dames, c'est une exception en France. Pas en Angleterre, où dans le sillage d'Addison Steele, il y a eu des spectatrices ont germé. Donc il y avait des female tattlers. Il y avait des journaux consacrés aux femmes, faits par des femmes, etc. En Angleterre, en Hollande et au Danemark. Mais pas en France. En France, le rapport prouver l'intelligence des femmes, parce que tout ça se passe au moment où on essaie de montrer que les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, vous voyez. Oui, par exemple, il y a des débats absolument incroyables, vous les connaissez certainement, dans Condorcet là-dessus, il disait que les femmes à l'heure actuelle, dans quelques années, statistiquement, elles produiront autant que les hommes au niveau de l'écriture, etc., parce que c'est une question de statistique. Bon, il y a eu un débat là-dessus, sur l'intelligence féminine, ou pas. Bon, mais en même temps, moi, ça c'est ma vision personnelle des choses. Hein. Je pense que Diderot a donné à ce courant un coup rédhibitoire. Le fameux Diderot a fait une controverse au début du siècle, comme ça, avec l'académicien Léonard Thomas, que vous connaissez peut-être pas, qui s'était voulu le champion des dames. Vous savez, un peu à la façon du XVIe siècle et du XVIIe, le champion des dames, qui était un académicien, et qui sort un livre au début du XVIIIe, je vous donnerai les dates tout à l'heure, et le problème, c'est que ça n'a pas du tout plu à Diderot, qui l'assassine complètement, et qui dit, mais enfin, c'est pas possible d'être aussi désuet, poussiéreux, et qui le renvoie à l'Académie française. Il était académicien, Léonard Thomas. Alors, Léonard Thomas a été traduit en plein de langues. Hein. C'était un best-seller de l'époque. Il a été traduit en espagnol, en anglais, en hollandais, peut-être pas en allemand, mais en italien. Et j'ai la liste, de toute façon, de toutes les traductions de Léonard Thomas. Mais il a été vraiment traduit, ce qui était rarissime à l'époque. Et alors, Diderot déteste Léonard Thomas et pense que les femmes étaient dépendantes de leurs organes dans la jouissance et qu'on devait cesser de parler d'elles sur un ton sérieux. Est-ce que vous avez lu ce texte sur les femmes, qui s'appelle « Sur les femmes », qui est dans la Pléiade? Personne ne l'a lu. Vous l'avez lu. C'est épouvantable comme texte. C'est un texte qui nous a foutu complètement en l'air. Et en montrant, c'est-à-dire qu'il a ouvert la route du fait que les femmes étaient dépendantes de leurs organes, de leur corps. Et que donc, vous voyez, tout était ramené au frivole. Et alors que par ailleurs, Diderot, avec les femmes qu'il a aimées, etc., était très différent.
Mais quand c'était pour se faire Léonard Thomas, hein, comme courant important de la littérature et tout ça, il déteste. Bon. Alors, donc les discours sur la dignité des femmes et leurs compétences lui semblent hors saison à Diderot. D'où le Journal des Dames a eu une certaine difficulté à subsister, faute de notoriété et d'audience. Alors là, c'est vrai, faute de notoriété et d'audience. Financièrement, malgré de très hautes protections, le Journal des Dames est déficitaire. Il s'interrompt à plusieurs reprises, réussit à repartir. Ayant la première parution déjà, dès la première parution, déjà les obstacles se multiplient. Le libraire Lambert tente d'empêcher la sortie. Après, les libraires qui sont soi-disant promus qui doivent le distribuer, ne le distribuent pas. Vous voyez, ne le distribuent pas, etc. Bon, en fait, c'est une catastrophe. Et alors, il a été fondé par Campignol. Campignol, c'est son fondateur, qui publie sans indiquer son nom, donc clandestinement, et refuse d'instituer un abonnement peut-être trop contraignant. Je n'en sais rien. Il se contente d'une distribution par l'intermédiaire d'un libraire Cuissard. C'est intéressant de savoir tous les noms des libraires, parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent, et on peut voir si on s'intéresse. Moi, je pense que pour travailler là-dessus, il faut pouvoir s'intéresser à la littérature clandestine, un peu. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de clandestins sous l'Ancien Régime. La littérature clandestine, donc il devait y avoir des réseaux avec des libraires qui devaient s'adonner à quelques pratiques, etc. Vous voyez, qui devaient diffuser sous le manteau, ou même si... parce que tout le monde sait que la censure n'était pas très vigilante, enfin. C'est des anecdotes sur Malesherbes, etc. Bon, c'est lui qui transportait les livres censurés. Mais enfin, néanmoins, peut-être que là, c'est une piste que je n'ai pas vraiment explorée, mais je donne à chaque fois les libraires. Alors, il y avait aussi une concurrence du Mercure de France. Pourquoi? Parce que Campignol aimait publier des pièces fugitives. Alors, qu'est-ce que c'est une pièce fugitive? C'est un genre poétique comprenant des pièces simples et courtes comme le madrigal et l'épigramme, qui avaient à l'époque la faveur du public. Donc c'était une concurrence par rapport au Mercure de France. Voilà. Et d'où beaucoup d'ennuis. Beaucoup d'ennuis. D'où Campignol passe le journal au poète Jean-Charles de Rélongue de la Loupière, qui, avec Madame de Beaumère, forme un nouveau réseau de vente. Donc, vous voyez, dès que les difficultés arrivent, évidemment, il passe le bébé à quelqu'un d'autre. Et le second directeur, c'est ce qu'on peut appeler familièrement la Loupière, parce que Jean-Charles de Rélongue de la Loupière, bon. Et ce sont des écrivains de second ordre, qui font certainement des pastiches et des parodies. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On constate de nouveaux allers-retours dans le choix des libraires. Alors d'abord, après c'est Quillot, rue Saint-Jacques, vous devez connaître, de 61 à 62. Avec Madame de Princem, le journal revient chez Quillot après l'avoir quitté. Mais on ne sait pas où il va. Vous voyez? Donc il y a une incertitude vraiment très forte sur la distribution. Ce journal coûte 12 livres pour l'année entière et 16 livres pour la province. Alors, on dit que la diffusion du journal a toujours été très difficile et 6 fois, on repart à zéro. 6 fois. Donc, vous voyez... Alors, la régie... Alors, maintenant, je vais arriver à ce qui m'intéresse le plus, moi, personnellement. La régie des directrices reste profondément individualisée. Et est-ce que ces femmes ont eu une régie, vraiment une direction qui est différente de celle des hommes? Ben, c'est pas évident, hein, je vous dirai tout de suite, c'est pas du tout évident. Mais Susanna van Dyck le pense.
je pense. Vous voyez, le journal des dames a été un peu embringué dans une espèce de discours sur le féministe, un peu anachronique quand même. Alors, Madame de Beaumère, Madame de Beaumère, alors vous voyez, il y a eu Campignol, ensuite la Loupière, ensuite Madame de Beaumère, ensuite Madame de Maisonneuve, donc pensionnaire du roi, ça je l'ai déjà dit, friande de pièces fugitives, et enfin la baronne de Princesse. Bon, alors était-ce un journal comme les autres Campignol voulait en faire une babiole inoffensive, je le cite, inoffensive destinée à distraire les dames de la bonne société pendant leur toilette. Ça allait durer longtemps, donc elles avaient le temps de lire le journal des dames pendant qu'on les lassait, j'imagine, je vois que ça, enfin, pendant qu'on les lassait, vous savez, les lassait derrière on lassait les robes à l'époque. Je me propose aussi d'insérer dans chaque volume quelques pièces fugitives, écrit-il. J'invite tous les auteurs, et particulièrement les femmes auteurs, à vouloir me communiquer leur portefeuille. J'aurai surtout une prédilection marquée pour les derniers. Le beau sexe doit régner dans un journal fait pour lui. Alors tout d'un coup, ils ont découvert, en 1759, janvier 1759, ils ont découvert que finalement, pour parler aux femmes, il valait mieux que les femmes participent à la rédaction du journal. On en est arrivé un peu là. Alors, Campignol, pour faire connaître son journal, choisit de faire état des controverses de l'époque. Alors, et d'interpeller les grands auteurs. Alors, comme grands auteurs, il publie des extraits du père de famille de Diderot en but à des accusations de vulgarité. On pensait que Diderot était vulgaire. Souvent, dit-on, pour vouloir être sage, son style devient trivial et bas, etc. Donc, on écrit, donc on publie des extraits du père de famille. En revanche, le journal des dames sous Campignol ne semble guère apprécier Rousseau. Dans le premier volume, il publie plusieurs lettres adressées à Rousseau qui réagissent très défavorablement à la lettre à d'Alembert sur les spectacles de 1758. L'événement littéraire du jour, une première lettre anonyme, s'insurge contre la rigueur rousseauiste. Il y a des lettres anonymes dans le journal. En général, elles sont signées, les lettres. Bon, alors, en plus, des comédiens se mettent aussi de la partie. Ils passent leur temps à dire c'est pas supportable ce que dit Rousseau sur les comédiens. Bon. Alors, il y a aussi ce type de littérature de défense corporatiste du comédien, ce que je comprends. Hein. Ensuite, alors, vous voyez, il y avait une façon de relancer l'attention du lecteur. Pour que le lecteur ne décroche pas, on relançait, ça c'est avant la Nouvelle Héloïse, on relançait l'intérêt en postant des lettres sur le même sujet. Parce que c'était quand même difficile d'abonder un journal mensuel. Hein. Donc, à mon avis, ils avaient des problèmes de matière, quoi, de texte. Ils avaient des problèmes de texte. Je crois que ce n'est pas d'attaquer la réputation d'une femme que d'en faire l'éloge. Pourquoi n'aurions-nous pas les mêmes prérogatives que les hommes quand nous avons des vertus et des talents qui sont dignes d'être transmis à la postérité? Bon, alors là, il y a une espèce de leitmotiv, il faut avoir les mêmes prérogatives que les hommes. Parce qu'on a les mêmes talents. Alors, ça vraiment, c'est dit constamment, y compris d'ailleurs par les hommes. Hein. Je veux dire que c'est... Oui,
y compris par les hommes. Mais c'est Campignol, c'est pas évident son projet quand il dit c'est pour les femmes à la toilette et tout ça. Et puis il se révèle, chemin faisant, plus intéressant finalement. Bon, la base finalement des propositions éditoriales de la Loupière, c'était les petites annonces. Alors il faut se souvenir qu'il y a eu Théophraste Renaudot déjà, hein, mais il fait paraître des petites annonces à l'anglaise, qu'il appelle anglaise, pour faciliter le mariage, sinon les rencontres. Il y a ça aussi. Et aussi, il parle du spectacle, parce que ça c'est toujours par rapport à Rousseau. C'est ça le problème. C'est Rousseau qui fait la critique du spectacle. Alors eux, ils publient des extraits de tragédies bourgeoises, et une qui s'appelle « L'esclave Zamir et Olympe, la fille de son maître », sur les amours partagés entre un esclave et la fille de son maître. Ah, voilà. Donc là, c'était très nettement transgressif quand même. Alors, avec la Loupière, nous sommes aux antipodes de l'intransigeance de Rousseau, contre la mauvaise influence des spectacles. Pour ne pas effrayer son lectorat, néanmoins, il proclame que le Journal des Dames est une lecture, il reproche Campignol, est une lecture de la toilette. Je n'y fais mention d'aucun ouvrage abstrait, à moins qu'il y ait pour auteur une personne du beau sexe. Alors là, on passe sur l'abstraction, c'est écrit par une femme. C'est ce que dit la Loupière. Donc, un journal fait à l'intention des femmes doit se mettre impérativement à leur unisson, à l'unisson de son public. Plaire est sans doute le premier devoir d'un journaliste des dames. Voilà, il veut plaire aux femmes. Et il s'agrémente de conseils en matière de beauté, ce journal. À moi, ça me plaît, je dois vous dire. Ça me plaît parce que je vois ce qui intéressait à l'époque. Donc, lui, il a fait la Loupière, il fait à la fin de chaque numéro, il donne les modes nouvelles, les effets, comme il dit, les effets de bijouterie, les recettes pour la beauté. Alors, il donne, en véritable enquêteur, enfin, il donne les meilleures adresses. Où trouver de l'eau de fraise? Moi, je ne vois pas ce que c'est. De l'eau de fraise et de lys. Une pommade de rhum en tubéreuse. Je vous livre la façon dont il parlait. Chez le sieur Viguier, rue du Roule, à Paris. Des eaux de senteur. Enfin, de toute façon, si vous allez à... Ça, je vous le dis au passage. Si vous allez à Versailles, vous savez, on a reconstitué les parfums de Marie-Antoinette. Bon, c'était des parfums uniquement faits avec des eaux de senteur. Enfin, des senteurs florales. Et là, c'est pareil. Donc, ça devait être exact. Des eaux de senteur, des pommades pour les cheveux, des eaux de beauté, des garnitures de bonnet. Et même à Étampes, chez Madame Boulan, on trouve aussi des recettes pour la beauté. Et puis, il ne dédaigne pas, la Loupière, de donner des conseils aux femmes pour qu'elles se mettent un peu moins de rouge sur les joues. Et vous voyez, les femmes, on les critique, elles se mettent trop de rouge sur les joues, et les hommes se mettent trop de blanc sur le visage. Ça sera dit par Madame de Beaumère, qui dit « Qu'est-ce que c'est ces frivolites qui passent leur temps ?» Frivolites, elle les appelle. Ces frivolites qui passent leur temps à se mettre du blanc. Voilà. Donc, nous avons là déjà les ingrédients essentiels de la presse féminine contemporaine. La conservation de la beauté et la séduction. Alors, ce qui est drôle, c'est que ça va jusqu'à la Loupière. Ensuite, Madame de Princesse reprendra les recettes. Mais les deux intermédiaires, Madame de Beaumère et Madame de Maisonneuve, ne veulent plus
mettre des adresses pour la beauté. Elle transforme le désir de séduction en goût pour les arts. Vous voyez, on est passé de la séduction à l'art. Alors, depuis la Loupière, donc, on a des protectrices. La princesse Galitzine, Madame de Beaumère, la princesse de Condé, la princesse de Condé, avec la direction de Madame de Princesse, le journal est dédié à la dauphine, puis à la reine, et puis à la reine. C'est-à-dire que ça remonte, ça va jusqu'à la reine. Mais vous verrez que ça va jusqu'à la reine, mais le journal perd en substance, très largement, hein, quand même. Tout ce qui dépassait un peu, qui faisait, à mon sens, son intérêt, est biseauté. Oh non, mais je peux... Généralement, alors, comment les directrices ont-elles marqué leur différence? Et ont-elles marqué une différence même? Madame de Beaumère, on dit d'habitude que Madame de Beaumère avait un ton anticonformiste. Ça, c'est une américaine qui le pense. C'est Nina Ratner-Gelbach. Elle imagine, d'abord Madame de Beaumère n'hésite pas à donner une liste imaginaire, vraiment imaginaire, dans toute l'Europe, de son circuit de distribution, qui était complètement faux. Mais quand même, il y a eu des protestations, certainement, et elle le supprime assez vite. Bon. Alors ensuite, elle fait des appels au texte, évidemment. Arrêtez, messieurs les critiques, sachez que c'est une femme qui parle, qu'elle s'est chargée du soin de ce journal. Donc c'est la première femme, hein, Madame de Beaumère. Je n'ai d'autre mérite que celui de connaître tout ce que vaut mon sexe et de vouloir contribuer à sa gloire et à son amusement. Tout ce qui portera l'empreinte du talent des dames tiendra sans contredit la place d'honneur dans ce journal. Les ouvrages des hommes n'auront que le second rang. Si l'on doit trouver sur une toilette bien composée Montesquieu et Racine, à côté des pompons et des rubans, il faut qu'une bibliothèque de dames admette la brochure la plus légère. Alors là, c'est un peu ambivalent, parce que c'est pas très clair ce qu'elle dit. Enfin, j'ai vérifié 4 fois la citation, elle est juste. Donc, conformément à ses désirs, Madame de Beaumère s'explique vigoureusement sur la féminisation, ça c'est très intéressant pour les linguistes, la féminisation du mot auteur. J'adopte le nom d'autrice et celui d'éditrice. Et moi, c'est la première fois que je vois le nom d'autrice et celui d'éditrice, surtout le nom d'autrice. Et elle, par ceux qui écrivent, qui participent au journal, ses correspondants, disons, il l'appelle l'autrice de ce journal. Alors vous voyez, hein, on n'a pas inventé la poudre. Quand on dit c'est une auteure avec un E, comme au Canada, eh bien, déjà, Madame de Beaumère s'est appelée autrice. Parce qu'elle a trouvé que c'était discriminatoire. Enfin, elle ne dit pas le mot. Hein. Et elle en appelle nos dames autrices célèbres, telles que Dubocage et les Puisieux, m'obligeront beaucoup de mettre ces noms en usage. Et elle en appelle aux femmes qui écrivent et qui ont déjà pignon sur rue. Et je menace les hommes d'en appeler à leurs tribunaux littéraires s'ils osent me chercher quelques chicanes à ce sujet. Et alors voilà, les tribunaux littéraires, elle en parle beaucoup. Parce qu'elle trouve que les hommes lui font des procès d'intention constants.
Alors, Madame de Beaumère, on ne sait pas grand-chose sur elle. Et moi, s'il y avait des sujets à proposer en maîtrise ou en, peut-être pas en thèse, ça serait très intéressant. Parce que cette dame est certainement huguenote. Pourquoi je dis qu'elle est certainement huguenote? Elle est certainement huguenote parce qu'elle met des extraits de textes sur Christine de Suède. Bien que Christine de Suède s'est convertie au catholicisme après avoir abdiqué. Ensuite, elle publie une lettre de Bayle à la reine, à la reine Christine. Elle ne fait pas que ça, elle fait elle parle souvent de la reine Christine. Ensuite, l'adresse qu'elle donne au correspondant, c'est l'adresse du comte de Jaucourt, l'illustre encyclopédiste, grande famille protestante, qui habite rue Melay, M-E-S-L-A-Y, près de la porte Saint-Martin. Et elle habite chez lui. Non, parce que, je vous le dirai plus tard, mais Madame de Beaumère s'est évanouie dans la nature après. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Alors, Madame de Beaumère instaure une rubrique éloge historique des femmes célèbres. Donc, elle veut faire de l'histoire, ce qui était un genre, vous savez bien, même les femmes peintres, elles n'avaient pas le droit de faire de la peinture d'histoire, elles faisaient les natures mortes. Vous voyez? Il y avait des catégories comme ça. Et bon. Et là, c'est un peu pareil. Donc, elle veut faire des textes, elle veut publier des textes historiques et des textes sur l'histoire militaire. Parce qu'il y a les Amazones en arrière-plan. Alors les Amazones, vous savez bien que c'était le grand mythe de l'Antiquité. Mais je vais vous donner une citation que moi je trouve très belle. Nous serions bien vengés de vous, messieurs, si aujourd'hui, comme nos anciennes Amazones, nous pouvions vous contraindre à filer et à faire du cordonnet. Vous, messieurs, les frivolites, surtout amoureux de vous-même, ainsi que Narcisse, vous passez une bonne partie de votre temps à essayer des modes nouvelles, à mettre artistiquement du blanc. Ça, elle l'a écrit en mars 62. Vous voyez? Et donc, elle est quand même assez virulente, cette dame. Parce que ça ne devait pas plaire. Alors, elle dit aux femmes, faites-vous hommes. Car ne nous sommes pas hommes lorsque nous pensons aussi bien qu'eux. C'est sur l'humanité. Et pourquoi ne passerait-on pas avec autant de discernement sous des coiffures que sous des chapeaux? En mars 1763. Alors, elle fait appel à des souscripteurs. Évidemment, c'est un journal qui ne se vend pas, qui se vend mal. Elle essaie de plaire, mais elle a des problèmes de trésorerie. Et elle avoue à Malesherbes, je ne sais pas dans quel... Elle l'écrit, hein, elle avoue à Malesherbes 9000 livres de dettes. Ce qui me semble beaucoup, moi. Enfin. Et elle fait 2 fois appel aux souscripteurs, et donc à la malhonnêteté des libraires, qu'elle souligne, qui ne la distribuent pas. Il faut ajouter les tracas de la censure. Il est bon de vous ressouvenir que ce journal fut suspendu il y a 1 an, pendant plusieurs mois, par ordre des supérieurs, dit-elle en mars 63. Sa décision est prise, elle s'en va. Où? Personne ne sait, même pas Sgard. Sgard, il ne dit rien sur elle. Vous savez, Sgard, le journal des journalistes, le journal des journalistes, le dictionnaire des journalistes et le dictionnaire des journaux. Bon, c'est quand même un grand érudit. Mais alors, il y a un silence. Et moi, je crois, je ne sais pas où j'ai trouvé vaguement ça, mais je veux pas... Je crois qu'elle est partie en Hollande. Moi, je suis sûre qu'on aurait beaucoup d'intérêt à faire coupler des travaux avec la Hollande, parce que là,
C'est sur le... Non, pendant la Révolution française, il y a Etapalme d'Almer. On n'a jamais vraiment travaillé en liaison. Moi, j'ai essayé, mais c'était très difficile. Parce que les Hollandais ne connaissaient pas la Révolution française, alors bon, c'était très difficile. Et puis, Madame de Beaumère s'est évaporée dans la nature. On n'a jamais plus entendu parler d'elle. On ne sait pas quand elle est morte. Et à mon avis, elle a déménagé. Elle devait faire partie des exilés protestants. Tu crois pas? Il y en a pas mal. Hein. En tout cas, elle ne réapparaît plus. Bon. On parle de... Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette dame, à part le journal des dames? Elle a fait des dialogues entre Charles XII, roi de Suède, et Mandrin, contrebandier. Et la Loupière a fait un résumé de son travail. Moi, je trouve qu'il est un peu ambivalent dans ses... Il n'est pas très admiratif. Il dit qu'elle a eu le bon goût de ne pas trop se mettre en avant. Mais c'est tout. Et c'est une femme éprise des mêmes odeurs, se présente dans la liste avec de la prose et des vers, c'est-à-dire avec un double avantage. Mais bon, il tourne autour du pot, mais il n'aime pas ça. Visiblement, il ne pense pas que c'est un grand écrivain. Mais il publie quand même ses comptes rendus dans le même journal. Bon. Après, Madame de Beaumère, j'espère que je ne vous ennuie pas trop. Ah bon. Madame de Beaumère lui succède. Non, Madame de Maisonneuve succède à Madame de Beaumère. Et elle fait un prospectus assez fort. Assez fort, mais quand même, vous voyez, ils ont été un peu échaudés avec les dettes Malesherbes, la censure, etc. Donc, elle est moi, celle que je préfère dans ces attaques, la plus pamphlétaire de toutes, c'est Madame de Beaumère. Ça, c'est incontestable. Madame de Maisonneuve est un peu plus sinueuse dans ses remarques. J'exposerai sous 1000 traits qu'une femme de bon sens, qu'une savante n'est point un phénomène. Dans la République littéraire comme dans l'État civil, on doit se garder de ces esprits qui, se croyant en droit de dominer, décrit tout ce qui n'est pas marqué de leur sceau. On évitera toute personnalité, les censures amères. Madame de Maisonneuve ne lance pas son journal sur le sentier de la guerre. Elle ne déterre pas la hache de guerre, Madame de Maisonneuve. Et surtout, elle ne veut pas critiquer les grands auteurs pour se faire une certaine publicité, ce qui est quand même quelque chose qui existe toujours. J'ai évité la manie dangereuse d'attaquer des grands auteurs pour me faire remarquer, et j'ai dédaigné l'adresse méprisable d'inventer de petits pour me faire des prôneurs, c'est-à-dire des suiveurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps. On attaque des gens connus et on se fait connaître comme ça. Bon. Et elle dit aussi que la plupart des entreprises littéraires sont annoncées par des prospectus fastueux, qui en exagèrent les avantages. Le lecteur détrompé est ensuite surpris de voir que le prospectus est presque le seul morceau bien fait dans tout l'ouvrage qu'on lui présente, voilà. Bon, elle manque pas d'esprit, Madame de Maisonneuve, hein. Elle manque pas d'esprit. Elle recherche dans ce juste milieu l'approbation donc du public. Elle confie son journal, très vite elle confie son journal à son assistant, Maton de la Cour. Ils ont tous des noms à coucher dehors. Hein. Je ne sais pas si c'est des faux noms ou des vrais noms, mais Maton de la Cour, Maton de la Cour, Sautereau de Marcy, vous verrez, c'est incroyable. On dirait qu'ils se sont trafiqués des noms comme ça, peut-être que c'était des pseudos ou j'en sais rien. Bon. À Maton de la Cour, tout en conservant son nom sur la couverture, c'est-à-dire que
Elle dit que c'est Madame de Maisonneuve et c'est Maton de la Cour qui écrit. Et c'est toujours les histoires avec la polémique avec le Mercure de France, qui perdait des abonnés et qui fit pression pour restreindre l'éventail des publications littéraires du Journal des Dames. C'est toujours l'enjeu, c'était la publication des pièces fugitives, vous voyez, qui devaient être un peu grivoises, j'imagine, parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi. Bon, le journal fut interdit de juillet 1768 à janvier 1774. Interdit. Je ne sais pas pourquoi, je vous conseille d'aller aux archives. Moi, à un moment, j'ai travaillé sur la censure, et c'est vrai que à la Bibliothèque nationale, je ne sais plus où il est maintenant, au manuscrit, c'est magnifique, hein, il y a des registres de censeurs avec... quand j'ai travaillé sur la BCIS, je suis allée regarder ce qu'on disait sur la BCIS à la censure, parce que son premier texte a été censuré. Donc je suis allée regarder ce qu'on disait de lui, et je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est-à-dire qu'on trouve, tout est testé, tout était consigné minutieusement. Enfin, il faut y aller, hein, quand même. Alors, donc, et c'est ça de paraître. La dernière rédactrice en chef fut la baronne de Princenne, connue sous le nom de Madame de Montancourt. Bon, il est clair qu'elles n'étaient pas vraiment révolutionnaires, hein, elles aimaient bien les particules. Mais ça, c'était tout le monde à l'époque. Hein. Alors, Madame de Princenne fait surtout sa cour à Marie-Antoinette, l'auguste protectrice. Et les textes festifs, légers sous forme d'étrennes, madrigaux, églogues, à l'antique sont très nombreux afin de célébrer le pouvoir. Le journal des femmes se situe à ce moment-là dans le sillage de l'almanach des muses, trophées du beau sexe. Vous savez, je vous renvoie aux travaux de Jean-Claude Bonnet. Oui, vous les connaissez, mais je ne suis pas sûre que tout le monde les connaisse. Et c'est très intéressant, les travaux de Jean-Claude Bonnet sur ce milieu littéraire de seconde zone. Bon, alors, quoique le plus grand nombre des pièces de M. de Voltaire insérées dans cette collection ne soient pas de notre ressort, elle dit Voltaire n'est pas de notre ressort. Nous croyons cependant devoir faire mention d'un conte charmant de cet auteur intitulé La brunette anglaise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils reprennent aux marges des textes marginaux de quelques grands auteurs, en esquivant les grands sujets pour ne pas perdre sa protection, la protection de la reine, puisque les derniers journaux du journal des dames, c'est sous la protection de la reine, de la dauphine et de la reine. Voilà. Nous avons déjà traité d'articles de mode, et c'est pour ça qu'elle reprend la mode. Nous insérons également tout ce qui peut avoir rapport à la santé des mères de famille et de leurs enfants, de ce qui peut être utile à l'éducation des jeunes demoiselles, des artistes dont elles ont besoin, des différents ouvrages que l'on invente chaque jour pour leur occupation. Nous indiquerons les services pieux. Alors là, c'est la première fois qu'on voit ça, hein, dans le journal des dames. Ça date de janvier 1775. Les exercices pieux fixés pour chaque jour de l'année, même les églises où l'on se rassemblera pour les suivre. Donc, vous voyez, Madame de Beaumère, elle était certainement protestante, les autres, elles croyaient en rien, ou elles ne le montraient pas, ou elles ne le disaient pas, etc. Et là, nous sommes à un retour à la tradition, comme on dirait aujourd'hui. On retourne à la tradition religieuse, voilà. Et c'est la dernière qui parle, c'est cette dernière directrice qui parle des enfants. Parce que les premiers journaux des femmes ne parlaient ni de la maternité, ni de rien. Pas du tout, les enfants n'existent pas. Et brusquement, là, les enfants existent. Alors, les enfants existent
et leur éducation par la même occasion. On pose des questions de leur éducation. Bon. Mais tout ça est très rapide quand même. Hein. Après avoir fait l'apologie des académies qui accueillent leurs femmes en son sein, parce que vous savez bien que l'académie Mademoiselle de Karaglio était à l'académie de Lille, non, il me semble. D'Arras, voilà. D'Arras, Mademoiselle de Karaglio. Il y avait quelques femmes qui arrivaient à percer le plafond de verre, comme on dirait aujourd'hui, dans les académies. Alors elle passe, Madame de Montenclos passe quand même son temps à pointer toutes les femmes dans les académies. Elles étaient nombreuses, les académies, c'était régional. Donc il y avait de nombreuses académies, et à chaque fois qu'il y avait une femme qui rentrait dans une académie, elle le signalait. Ça, c'était finalement ce qu'elle a fait de plus important comme état de la situation des femmes qui savaient lire et écrire. Ensuite, il y a eu Louis-Sébastien Mercier et Claude-Joseph Dorat comme directeur. Et Mercier a très peu dirigé, il a dirigé de 1775 à 1776. Et Dorat de 1776 à 1778. Pour Mercier, il s'agissait de faire du Journal des Dames un porte-voix contre l'Académie française. Et pour Dorat, il voulait que les femmes, que le Journal des Dames soit le vecteur de ses propres querelles littéraires. C'est encore plus rapproché, encore plus narcissique, disons. Mais quand même, Mercier voulait quand même... le Journal des Dames était un lieu qui restait un lieu d'expérimentation littéraire. Il le dit, un lieu d'expérimentation littéraire. Alors, après avoir fait balayer cet horizon-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes comme directeurs? Et est-ce que les directeurs se projettent dans dans le choix de leurs textes, ou pas, comme on a tendance à le penser? Et bien moi je dis non, pas du tout. Campignol, 33,3 textes écrits par des femmes. La Loupière, 30,4 textes écrits par des femmes, 30%. Madame de Beaumère, 15,2% de textes écrits par des femmes. C'est elle qui en a mis le moins. Madame de Maisonneuve, 21,1%. Madame de Princem, 38,8%. Mercier, 12,9%. Dorat, 20,8%. Donc la variable sexe n'est pas opératoire, en l'occurrence. Alors ça, c'est un coup. C'est un coup parce que moi, je m'attire beaucoup d'ennuis quand je dis des choses comme ça dans les milieux féministes, quand j'ai dit que, et je vais revenir là-dessus, quand j'ai dit que Rousseau, qui était extrêmement lu par l'agence, par les femmes, La Nouvelle Héloïse a été le livre le plus lu en France, en Allemagne, en Russie, enfin, etc. Mais si on dit ça, mais en même temps il était extrêmement misogyne parce qu'il passait son temps à dire que les femmes n'étaient pas capables de faire ça, etc. Mais ça n'a pas joué. Ça n'a pas joué. Ça... Madame Roland, elle a continué à lire Rousseau, à adorer La Nouvelle Héloïse. Ça lui faisait un effet extraordinaire, presque érotique. Voilà, presque érotique. Moi j'ai lu les premières lettres. Les premières lettres de Madame Roland, Manon Foupon, quand elle était jeune, à 20 ans, elle a écrit à ses copines sur ses lectures. Ah ben, elle était dans tous ses états en lisant Rousseau. Ça lui faisait un effet extraordinaire. Et elle n'en a pas tenu compte ensuite.
Elle a toujours adoré Rousseau. Et quand elle a voulu aller voir Rousseau, ça c'est Trousson qui le raconte, après avec des documents, eh bien, elle a voulu aller voir Rousseau, elle lui a envoyé une lettre, Madame Levasseur, Thérèse lui a dit que Rousseau ne voulait pas la voir parce qu'elle n'avait pas écrit cette lettre elle-même. Alors elle a proposé à Rousseau de faire un exercice, et il a refusé. Parce qu'il préférait les femmes qui n'écrivent pas. Voilà, et ça c'est clair. Et ça c'est très bien raconté. Et bon. Alors, il faut, quand on dit elles sont pas, il faut prendre en compte ce genre de contradictions qui nous semblent bizarres à l'heure actuelle. Alors, ma dernière partie, c'est sur le rapport à Rousseau. Le rousseauisme dans le journal des dames. Alors, quels échos trouvons-nous dans l'œuvre de Rousseau dans le journal des dames, compte tenu de son immense succès? À partir, la Nouvelle Héloïse, je répète, 1761 et les 1762. Campignol, dans son volume, accumule les comptes rendus d'ouvrages contre Rousseau, en fait. Donc il n'est pas directement contre Rousseau, mais enfin, on voit bien qu'il ne trouve grâce qu'au texte qui attaque Rousseau, sur le spectacle en général, sur les spectacles. Et il pointe un des paradoxes de l'écrivain, des principes austères, mais un goût pour les genres agréables. Toute l'ambivalence de Rousseau. Madame de Beaumère est assez subtile finalement. Elle n'a pas l'air d'aimer Rousseau non plus. Mais elle dit « L'écrivain qui nous a renvoyé manger du gland sous les chênes, n'aura-t-il pas eu quelquefois des idées bizarres sur l'éducation ?» Elle dit « Il est bizarre sur l'éducation ». Enfin, à mon avis, à l'heure actuelle, on dirait qu'il avait des goûts sexuels assez bizarres. C'est ce qu'elle a introduit comme idée. Donc elle jette la suspicion sur la personnalité de Rousseau. Et Rousseau ne semble pas en cours. Mais d'habitude, elle ne s'indigne pas directement de la misogynie du philosophe, comme l'a fait d'Alembert d'ailleurs. Parce que d'Alembert, il a fait des textes contre Rousseau en se moquant, avant qu'il publie la Nouvelle Héloïse, en lui disant « Les femmes ne savent pas écrire, vous n'avez qu'à lire les lettres de Héloïse à Abélard ». Et il a écrit ça, d'Alembert, avant que la Nouvelle Héloïse paraisse, ce qui était éminemment pervers, parce qu'il devait savoir qu'il devait connaître le titre de la Nouvelle Héloïse. Certainement, enfin moi j'imagine que dans les salons ça devait circuler. Mais quand il lui a dit vous n'avez qu'à relire les lettres d'Abélard, d'Héloïse à Abélard, vous verrez qu'elles sont qu'il y a du contenu et du savoir-faire. Bon. Alors, ensuite, bon, je ne vais pas vous faire toute... Moi, il y a un point qui m'a beaucoup intéressé là-dedans. Je vais vous le livrer brut de décoffrage, parce que je n'ai pas la solution. Tout d'un coup, sous Madame de Maisonneuve, je me suis aperçue qu'elle avait mis des extraits des lettres de Julie à Clifford et des lettres de Lucille à Clifford. Qui était ce Clifford, quelle était cette Julie, etc. Mais moi, j'ai regardé rapidement Julie, je me suis dit, elle recopie la Nouvelle Héloïse, mais pas du tout. C'était pas du tout la Nouvelle Héloïse. Il fallait que je regarde de plus approfondi de façon un peu moins ennuyée, parce qu'elles sont ennuyeuses, ces lettres, quand même. Et ce duo de femmes est extrait des lettres d'un citoyen de Genève, ouvrage demeuré anonyme. Bon. Alors, tout d'un coup, je m'aperçois que ces extraits font partie d'un ouvrage
où il y a des pastiches d'un ensemble parodique dans lequel se prend place le nouvel Abélard ou lettre d'un singe au docteur Abadolphe. Alors ça sent vraiment la parodie méchante et c'est 1763 chez Dufour. Ce livre est à l'Arsenal. L'érudit Barbier l'a attribué à Thorel de Campignol, le même qui a fondé le Journal des Dames, le premier éditeur du Journal des Dames. Alors moi, je me pose la question, est-ce que le Journal des Dames serait le bastion de l'anti-rousseauisme parisien? D'autant que, alors là je vais vous lire en entier cette citation un peu rébarbative, d'autant que le cabinet littéraire qui distribue cette parodie est une adresse que recommande Madame de Maisonneuve à ses lectrices. Alors voilà, comme il y a plusieurs dames qui se livrent à la littérature et qu'il y en a plusieurs qui cherchent à se procurer une lecture instructive, intéressante et amusante pour remplir ces vides que creuse l'oisiveté contre les intérêts de l'esprit et du cœur, il n'est pas, je crois, inutile de les avertir qu'il y a pour seconder leur vue un cabinet littéraire. Pont Notre-Dame, près de la pompe. Elles y trouveront toutes les nouveautés. Elles pourront s'abonner en tout temps. Le prix de l'abonnement pour l'année entière est de 18 livres, mais celles qui voudraient lire indistinctement les journaux et les livres nouveaux paieront 36 livres. Voilà. Septembre-octobre 1763. Moi, ça m'intéresse, ce genre de truc. Si, vous voyez, une fois que j'ai fait ça, si je faisais un second travail, j'irais voir ce qui se passe dans toutes ces adresses. Parce que, est-ce qu'il y avait vraiment ces cabinets littéraires populaires qui faisaient circuler de la littérature un peu sous le manteau, ou pas, parce que, vraiment, les lettres de Julie à Clifford, elles sont ridicules. Et elles parodient le ton pleurard et de Rousseau. Alors Rousseau, il a écrit des textes extraordinaires, mais pas tout quand même. Pas tout, de temps en temps, on a toujours en permanence la larme à l'œil, et voilà. Et là, c'est terrible. Et moi, j'ai l'impression que le Thorel de Campignol n'y est pas pour rien dans cette affaire. Mais je n'en sais pas plus, parce que toujours dans ce gars, il n'y a rien sur ce journaliste. De toute façon, ce journal des dames rassemble des journalistes qui n'ont pas pignon sur rue, sur lesquels on n'a pas grand-chose. Alors, Madame de Maisonneuve essaie de redresser la barre un peu. Moi, je dis, elle traite Rousseau de désherbant, quasiment. Elle dit, il a pris soin d'arracher les herbes empoisonnées pour n'y laisser que les plantes utiles qui portant dans notre âme les heureuses semences de l'amour de Dieu, de la vertu et de la religion. Elle s'en tient d'ailleurs aux trois premières rubriques, Dieu, Évangile, Oraison. Elle publie également une lettre signée par une certaine Madame Mazzarelli, avec M-A-Z-A-R-L-2-L-Y, à Jean-Jacques Rousseau, qui s'avère une critique argumentée de l'auteur de l'Émile. Vous êtes encore plein du fiel qui vous éloigna de vos villes, plein de ces passions que vous condamniez dans les autres, hommes faibles et superbes, vous avez la force de fuir vos semblables, vous n'avez pas eu celle de vous dompter. C'est-à-dire, vous avez eu la... Excusez-moi, j'ai toujours mal lu, moi, et surtout au 18e. Vous avez eu la force de fuir vos semblables, mais vous n'avez pas eu celle de vous dompter. Bon. Écoutez-moi, je ne suis point l'auteur, je ne suis pas un bel esprit, je suis d'un sexe qui mérita à vos égards. En vain avez-vous essayé de paraître penser à notre désavantage. Tout ça, et c'est sur ce ton, et c'est un ton, moi je trouve assez vif, assez virulent.
Alors, bon, je ne vais pas multiplier les exemples, mais finalement, ce qui redresse la barre, et ça moi je crois qu'on aura le même, dans un siècle, on aura sur notre époque le même type de regard, je pense. C'est-à-dire, ce qui lui semble absolument incontournable dans Rousseau, c'est le dictionnaire de musique. Vous voyez? Et alors, elle publie 38 articles du dictionnaire de musique de Rousseau, accent, accompagné, acte, ballet, barcarolle, bâton de mesure, etc. C'est-à-dire, c'est ça qui lui paraît extrêmement important. Est-ce que c'est une question de droit d'auteur ou de libraire je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est possible aussi. Hein. Alors, dans le prolongement du rousseauisme éducatif, le Journal des Dames est aussi le réceptacle de projets d'éducation. Alors, quand Madame de Maisonneuve confie son journal à son assistant, eh bien, finalement, on publie un projet de collège. Alors, c'était assez banal, je crois, à l'époque. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dans ce collège? Un collège hygiéniste, axé sur les langues vivantes, pas de latin, ni de grec, ni de religion, et des saisons agréables où on pouvait sortir à la campagne. Vous voyez, on pouvait aller à la campagne. C'est ça. Donc, ils ont fait un projet d'éducation, et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, pas de latin, ni de grec, mais de toute façon, c'est un peu comme ça dans l'encyclopédie déjà. Hein. Le latin n'avait pas, l'enseignement du latin n'était pas forcément gratuit. Et sous la direction de la baronne, de Madame de Prinsen, l'intérêt pour l'éducation s'accentue. Alors, elle s'accentue, mais de façon extrêmement conformiste. On publie des extraits du cours d'études des jeunes demoiselles de l'abbé Fromageau, d'un ennui mortel. Avec Madame de Prinsen, ce sont les enfants, c'est ça qui est très important, qui rentrent dans le Journal des Dames. Il semble que ni Madame de Boer, ni de Madame de Maisonneuve n'avaient d'enfants. Et elles ne s'y sont pas intéressées. Madame de Prinsen, toutefois, s'est attachée à tout ce qui avait trait à améliorer leur santé et leur éducation. La question de la santé des enfants est présente à la fin du Journal des Dames. Et alors, pour couronner le tout, je vous donnerai une dernière. Alors, j'ai un peu attaqué. Moi, j'aime Diderot, j'aime beaucoup Diderot, mais bon, sur les femmes, je ne l'ai pas aimé. Et là, il y en a un autre qui est terrible, c'est que le cher Dora, le dernier rédacteur du Journal des Dames, publie, l'année même de la mort de Rousseau, en 1778, un article très virulent contre les mères qui ne nourrissent pas leurs enfants et qui les compare à des bêtes féroces. C'est-à-dire aux femmes, apprenez donc la vertu qui vous est propre. Si votre volonté y répugne encore, si vous n'avez rien d'humain que la figure, apprenez que cette vertu des bêtes les plus féroces, ou du moins accordez leur humanité dont vous usurpez le nom, etc. Bon, ils le traitent, les femmes ont perdu leur humanité, perdent leur humanité si elles ne nourrissent pas leurs enfants, au sein. Donc, la question de l'allaitement, on finit là-dessus quand même. Hein. Le journal des femmes finit avec l'allaitement. Moi, j'y vois un signe.